Retrouvez Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Cap à l'est du département cette semaine, à quelques kilomètres seulement de Senones et de Salles en Alsace, Le Saulcy est une commune très dispersée, composée de petits hameaux qui comptent près de 330 Salsiniens. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Marianne Wolf pour parler légumes, mais aussi plantes aromatiques, plantes sauvages. En fin d'émission, nous partirons rencontrer les dogs du Tibet de Sandra Effelé. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Jean-Luc Audouin. Vous êtes maire de la commune depuis bientôt 2 ans. Pourquoi avoir voulu prendre les rênes du Saulcy ? Parce que c'était une envie de s'impliquer et surtout de donner de l'information à une population et aux habitants. On avait besoin de communiquer avec eux. Redynamiser le village, Absolument. lui donner un second souffle. D'une certaine façon, oui. Comment vous décririez le Saulcy aujourd'hui ? C'est une constellation. En fait, il y a une dizaine de hameaux qui sont reliés par presque 20 km de voirie. Donc c'est une grande superficie pour un petit nombre d'habitants. Qu'est-ce que c'est être maire de 330 habitants, d'un village de 330 habitants aujourd'hui ? C'est directeur d'une grande école, c'est animateur d'une grande colonie de vacances et puis en même temps, c'est surtout la gestion et le souci de la sécurité pour tous, quoi. Voilà. Et le respect de tous aussi. Voilà. C'est un village qui a une vie. Alors c'est un village qui est vieillissant un petit peu. Il y a quand même encore des actifs, encore des enfants qui vont à l'école. Vous avez encore une école à Le Saulcy et ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Oui, nous avons un regroupement pédagogique qui concerne 7 communes et nous accueillons une 60aine d'enfants sur 2 sites. À Belleval pour les plus grands et au Saulcy à Kieux pour les petits et les CP CE1. C'est important de conserver encore cette école, j'imagine, dans le village pour garder des familles, pour garder des... Absolument, oui. Et puis ça draine en même temps une énergie et puis de la jeunesse, quoi. Mais bon, la colonie de vacances aussi qui est présente et les classes de découverte qui est présente sur tout le site. Alors l'école d'un côté, puis il y a aussi cette colonie de vacances et une association, Hélicop, qui fonctionne aussi très bien. Absolument. Alors Hélicop, c'est une grosse association artistique qui a une renommée qui dépasse largement le cadre du Saulcy et puis qui gère un ensemble d'animations sur l'extérieur, des installations d'art contemporain sur un sentier historiquement connu qui est le Sentier des Passeurs. Le Sentier des Passeurs, hein, bien évidemment. Chaque année, on en parle avec des animations, des manifestations qui sont organisées. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez vous, au Saulcy ? Ah oui, ça va plutôt pas mal. Hein. Bon, maintenant... on est un peu comme Harry Potter, on voudrait que d'un coup de baguette magique, on ait toutes les routes réparées, que tous les compteurs d'eau soient posés, etc. Mais ça viendra avec le temps. Ça fait partie des projets justement, tous ces petits aménagements qui restent à faire dans la commune ? Absolument, ce n'est pas des petits aménagements, c'est des grosses infrastructures à mettre en place, mais c'est le futur. Hein. On veut donner une certaine dimension à nos bâtiments, une certaine classe on va dire. Hein. Donc on restructure, on nettoie, on range et on fait participer les habitants justement dans cette rénovation par des opérations type nettoyage de printemps par exemple, où là on s'est attaqué cette année, comme il faisait très froid et qu'il neigeait, au rangement de l'atelier communal. Est-ce qu'il y a encore de la place pour venir s'installer au Saulcy ? Un petit peu, mais il faut se dépêcher. Hein. Parce que vous avez été pris d'assaut ces derniers mois ? Oui, il y a eu un gros mouvement à la suite du Covid, puisque le confinement était peut-être moins dur en montagne qu'en ville. Et le télétravail avec la fibre étant facilité, et que l'immobilier étant moins cher qu'en Alsace par exemple, on a une certaine migration qui se met en place. Voilà. Donc on a une bonne vingtaine de transactions l'année dernière. Sur 240 maisons, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est qui fait bon vivre au Saulcy alors. Absolument. Jean-Luc, merci en tout cas pour votre accueil dans le village. Nous continuons notre découverte direction le Champ du Chêne avec Marianne Wolf. Le Champ du Chêne existe dans les Vosges depuis bientôt 10 ans. Marianne travaille au plus près de la nature tout en la préservant au maximum. Elle cultive tout au long de l'année des légumes et des plantes sauvages qu'elle transforme.
Marianne, merci de nous accueillir ici à Le Solcy. Alors on est à quelques kilomètres, quelques centaines de mètres de votre point de chute, on va dire. Ici c'est là où vous cueillez de temps en temps. Alors travailler dans la nature, c'était une évidence pour vous et ça s'est fait petit à petit finalement, expliquez-nous. Oui, en fait moi je suis éducatrice à la base. Donc j'ai travaillé d'abord avec des adultes en créant des jardins partagés. Et puis petit à petit, après j'ai pris un poste de salarié aussi à Senon en tant qu'éducatrice avec des enfants hospitalisés. Et pareil, avec cette spécialisation du jardin. Puis petit à petit, en fait, j'avais très envie de devenir autonome, de pouvoir avoir mes propres cultures, travailler avec la nature, ce qui pousse, ce qui est là. C'est une adaptation permanente. C'est un peu un challenge. Chaque année, là, on est au début de la saison et voilà, vous voyez la météo. Hein. Donc, c'est un challenge permanent. Ça fait à peu près 6 mois maintenant que vous êtes à temps plein sur cette activité au Champ du Chêne. Ouais. Donc, une partie légumes en agriculture biologique et cette partie donc plantes médicinales mais à usage comestible uniquement. Avec des légumes donc, qui sont, alors une petite partie légumes qui est uniquement de la transformation que vous vendez aussi sur les marchés comme tout le reste de vos produits, c'est ça? C'est ça. En fait, les légumes, c'est une toute petite partie de mon activité. Elle vient compléter la partie plante, comme par exemple les oignons, les échalotes, il y a des pickles avec les courgettes, des piments pour une huile pimentée, enfin voilà. Alors cette activité plantes sauvages, cueillette, alors il y a de la culture chez vous et puis aussi la cueillette, ce que la nature nous offre tout simplement. Des règles quand même, j'imagine, à respecter sur cette cueillette. Oui, c'est très réglementé la cueillette, c'est-à-dire que quand on est cueilleur, on apprend à pas, par exemple, retourner sur ces sites tous les ans. Par exemple, si je prends l'Ail des Ours, on va faire des rotations. Même les pins sylvestres que je cueille en ce moment, je ne vais pas revenir chaque année sur les mêmes pins, sinon je vais l'empêcher de croître. Je ne vais pas y aller de manière sauvage, je vais avoir des autorisations. Donc je vais me renseigner à qui appartient le terrain, est-ce qu'il est privé, est-ce qu'il est à la commune, est-ce qu'il est à l'ONF, enfin voilà. Puis petit à petit, en fait, j'ai des autorisations de cueillette. Je déclare combien je cueille. C'est ça, il faut aussi déclarer la quantité qu'on cueille. On ne fait pas n'importe quoi avec la nature finalement. On ne fait pas n'importe quoi. Alors il y a ces réglementations-là et ce bon sens de préserver, parce qu'on vient prendre quand même dans la nature. Donc le minimum, c'est de connaître bien la plante, bien l'espèce pour ne pas l'épuiser non plus. Et puis ensuite, il y a les règles de bien connaître, c'est-à-dire de savoir ce qu'on cueille réellement. On parle souvent de la confusion entre la colchique et l'Ail des Ours notamment. On est mi-avril, là c'est vrai que l'Ail des Ours, on est presque sur la fin peut-être quand même. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a souvent des accidents, des problèmes par rapport à cette confusion-là. Donc il faut vraiment se renseigner avant. Justement, donc là, mi-avril, qu'est-ce que vous cueillez en ce moment? Donc la fin de l'Ail des Ours, on vient de le dire, mais quoi d'autre? Voilà, donc là maintenant je commence les bourgeons du pin sylvestre. Je commence un peu l'ortie qui arrive. Et puis va arriver les pousses de sapins, de différents sapins, épicéas, et puis ici on a du sapin noir, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on en fait après de ces plantes? Parce que du coup j'imagine que chacune a une utilisation peut-être plus propice en fonction de la plante, ses vertus, ses bienfaits. Alors moi, donc j'en fais des produits alimentaires qu'on trouve dans différents magasins, marchés. Je fais des tisanes, des thés, ce qu'on appelle des thés, mais en fait des tisanes de plantes. Je fais des pestos, des huiles, des macérations d'huile, pour les vinaigrettes, des vinaigres, je fais des sirops, des gelées. Et donc des sirops est-ce qu'on peut faire des sirops avec toutes les plantes qu'on cueille? Non, il y en a qui vont avoir plus ou moins de parfum. Mais par exemple, si on prend un plantain, on ne va pas faire du sirop de plantain. Ça ne va pas être pas très sympathique. Est-ce que pour vous, c'est une manière de consommer qui devrait être davantage plébiscitée aujourd'hui? Moi, je dirais, en tout cas, les plantes sont là. Elles sont très oubliées. Après, il faut les connaître. Donc, avoir recours quand même à des professionnels ou se former. Parce que c'est comme les champignons, on ne fait pas n'importe quoi. Mais oui, moi, je pense que c'est plein de vitamines, plein de minéraux. On oublie tout ça. Maintenant, on oublie que c'est là, en fait, que la nature, finalement, nous offre plein de choses à portée de main. Et on peut faire des jus, par exemple, de plantes crues, tout simplement.
Alors pour compléter. s'y connaître, donc vous parlez de formation, de choses comme ça. Ouais. Vous animez aussi des petits ateliers, Oui. des rencontres Ouais. avec justement les personnes qui auraient envie de découvrir cet univers-là. Alors il y a 2 types d'ateliers. Un atelier cuisine sauvage, donc on cueille, on cuisine et on mange. Il y a un atelier découverte des plantes qui dure 2 heures, où là on prend ses petites loupes, son calepin, et puis on va rencontrer les plantes comestibles. Et puis après on a les reconnaître par famille. Mais l'idée c'est surtout de pouvoir dans son quotidien en repérer peut-être 3-4 dans son espace et puis pouvoir commencer à les manger, quoi. Merci Marianne pour votre Merci. accueil. Nous partons nous à la rencontre de Sandra et ses dogs du Tibet. Cela fait presque 30 ans que Sandra a accueilli son premier dog du Tibet. Ces chiens sont assez rares en France et chaque année, près d'une quarantaine naît ici, au Celsi. Sandra, merci de nous accueillir. Nous sommes au milieu des chiots. Nous ne sommes pas avec les grands, nous sommes avec les c'est chiots. ça. Des dogs du Tibet. Alors ce n'est pas commun en France, c'était d'ailleurs il y a une trentaine d'années. Il n'y avait pas de chiens, pas de dogs du Tibet en tout cas en France. Comment ils sont arrivés? Il y en avait très très peu. C'est l'acteur Alain Delon qui a eu les premiers. Et c'est lui qui les a ramenés en France au départ. Et donc après, il y a eu un engouement. Et c'est ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Plutôt original. Comment vous avez découvert cette race? Comment vous avez voulu vous lancer là-dedans? Alors moi, c'est dans les livres où je voyais vraiment que des photos ou des dessins de dogs du Tibet et qui était le chien à l'origine de tous les autres chiens. Donc j'ai été très intéressée par cette race-là. Et quand j'ai réussi à trouver une portée, j'ai sauté sur l'occasion. Quelle est la personnalité, la spécificité de ces chiens? Alors c'est des chiens de garde et de protection. Donc dans leur pays d'origine, ils protègent les troupeaux d'yak et les tentes des nomades contre les loups, contre même les ours. C'est des chiens qui n'ont peur de rien. Et c'est vraiment des très très bons protecteurs de la famille et du territoire. Des chiens qu'on n'éduque pas alors, forcément. Non, alors c'est des chiens que j'appellerais des têtes de mule. Ils ne se dressent pas. Voilà, c'est pas du tout un chien à qui on va demander assis, couché, debout. Ça va être très compliqué de faire ça. Donc il faut garder, c'est leur caractère, donc il ne faut pas essayer de changer ça. D'accord. Alors entre avoir un chien, 2 chiens ou en avoir tout un élevage, c'est complètement différent. Vous nous disiez que si on était venu il y a 15 jours, il y en avait 40 ici des chiots. Qui bien évidemment naissent ici, mais ensuite sont adoptés, achetés par d'autres familles. Mais en tout cas, au quotidien, comment ça se passe? Donc vous avez 8 chiens plus les chiots. Voilà, donc j'ai 8 adultes et il faut savoir qu'encore une des particularités de cette race-là, c'est que les femelles ne rentrent en chaleur qu'une fois par an et tous à la même période. Donc elles rentrent en chaleur en hiver, c'est-à-dire que tous les chiots naissent en général entre le mois de décembre et le mois de janvier. C'est pour ça qu'on a tous les chiots une fois par an en même temps. Et après, il n'y en a plus pour toute l'année. Donc vous nous disiez 40 chiots, vous en aviez 40, oui. Ce qui représente un tiers de la production, j'ai envie de dire, de chiots de dogs du Tibet en France. Oui, voilà, à peu près, puisqu'il y a en moyenne 120-130 naissances par an. Alors c'est des chiens qui participent aussi à des concours. Un de vos chiens participe à des concours. Il était au Salon de l'Agriculture très récemment. Alors oui, là c'est un jeune mâle qui a 2 ans, donc qui est d'ailleurs le meilleur chien de France cette année et qui a gagné le championnat de France et qui a eu la médaille d'argent au Salon de l'Agriculture. Alors sur quoi ils sont évalués, ils sont notés ces chiens pendant ce concours, en tout cas celui-ci? Déjà on a un standard à respecter, la taille, le poids, la couleur, les yeux, les oreilles, donc qui correspond vraiment en tout point à ce standard. Et un plus pour lui, c'est qu'il se présente très très bien. Il se présente très bien, d'accord. Voilà. Et bon, alors ça pour le coup, ça se travaille? Alors oui, ça se travaille, ça se fait pas... C'est pas c'est naturel, mais il y a un peu de travail. Il faut les habituer parce que le chien doit rester sans bouger en statique, que sur le dos, il doit se laisser voir les dents, touché partout par une personne extérieure. Donc c'est sûr qu'il faut le travailler avant. Alors quel est votre quotidien et leur quotidien finalement à tous ces chiens? Alors mon quotidien, déjà c'est bien s'en occuper, donc bien les socialiser dès le départ. Donc les adultes, le matin, c'est les nourrir d'abord, après un peu de nettoyage, il ne faut pas se leurrer, ça il y a aussi.
Et puis ensuite, on va les brosser, on va les entretenir, on va les emmener un petit peu en balade pour qu'ils voient aussi du monde. Des journées bien chargées avec tous Ah ces oui, petits. oui, et quand il y a les chiots, c'est presque du 24 heures sur 24. Donc 8 chiens plus les chiots donc qui vont bientôt partir sauf 2 qui devraient peut-être rester dans la 2 famille. qui vont, voilà. Et est-ce que vous souhaitez encore après agrandir la famille? Est-ce que vous souhaitez en garder d'autres? Non, non, absolument pas. C'est vraiment le maxi pour pouvoir s'occuper correctement de tous les chiens. Eh bien Sandra, merci beaucoup pour votre accueil Je en vous tout en cas. prie. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Merci à Fanny et Vincent pour la réalisation de cette émission et à très bientôt. À la semaine prochaine. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.